L'échiquier international, nouveau numéro qui va s'intéresser à un débat de société. Tout d'abord, bonsoir, merci d'être des nôtres. Depuis que l'homme est l'homme, la guerre a toujours représenté une forme de vitalité, une quête de sens, un but, un dessein parfois, une raison d'être souvent. Les explications sont multiples pour faire une guerre et surtout la vouloir. Première condition, identifier un ennemi. Il faut qu'il soit assez cohérent et fort pour vendre un bras de fer décisif à l'ensemble des témoins présents, justement. Comment naissent les ennemis pour une grande nation? Comment les identifie-t-on? Quels sont les critères pour qu'une démocratie censée être pacifiée se mette en branle pour désigner une menace? Quel est le processus de légitimation pour cibler un problème dangereux extérieur ou intérieur? Et surtout, sur quoi repose ce moteur intellectuel consistant à placer une menace existentielle sur un adversaire réel ou fantasmé? La culture et la sphère médiatique a-t-elle un rôle dans ce complexe? Les éléments de réponse dans un instant avec notre invité du jour. Pour parler naturellement de la fonction de l'ennemi et bien d'autres choses, comment se vend la guerre, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense français et occupé plusieurs postes stratégiques, enseignant aussi de la pensée stratégique, autour notamment. Nous le recevons pour deux ouvrages qui nous intéressent, à savoir Vendre la guerre ou encore La fabrication de l'ennemi que vous voyez à l'écran. Pierre Conessa, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce fameux concept de la fabrication de l'ennemi, finalement vieux comme le monde, ou du moins depuis que l'homme va en découdre avec son vis-à-vis au sein du champ de bataille. Première question, comment fabrique-t-on un ennemi en temps de guerre? Je vous avais fait une remarque sur laquelle je voudrais revenir parce que la plupart des ouvrages stratégiques occidentaux considèrent qu'une démocratie est pacifiste et qu'une dictature est belliciste. Bon. Je ne citerai qu'un seul exemple, je crois, qui éclairera vos auditeurs. C'est, vous savez, en 1948, quand on adopte la Charte internationale des droits de l'homme à l'ONU, on pense avoir fait un grand pas, mais rappelez-vous que les 5 membres permanents de l'époque sont la France et la Grande-Bretagne, qui sont les 2 grandes puissances coloniales de la planète, la Russie de Staline, les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, et la Chine de Chiang Kai-shek. Bon, vous voyez que donc dans la politique extérieure, faites ce que je dis, faites pas obligatoirement ce que je fais, quoi. Et donc, fabrication de l'ennemi, c'est quelque chose sur lequel il faut arriver à comprendre que la guerre, c'est une inversion de valeur. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites la guerre, vous devez tuer. Si vous refusez de tuer, vous êtes tué par vos compatriotes. Donc, vous voyez qu'il faut faire accepter dans une démocratie un ennemi et il faut accepter une méthode. Il faut faire accepter la violence. Voilà. Donc ça, ce sont des postulats de départ. Après, évidemment, vous avez différents types d'ennemis. Selon que vous avez un contentieux territorial, vous allez avoir plutôt des historiens et des géographes qui vont vous expliquer qu'en fait, cette terre a toujours été à vous et que l'histoire vient à votre fournir des arguments. Quand vous êtes dans un contentieux bilatéral, genre guerre froide, à ce moment-là, c'est une guerre sur tous les sujets et sur toute la planète. Donc, vous voyez, on est sur des sociologies qui sont assez différentes. Et quand on est évidemment dans des radicalismes religieux, là, on est encore dans quelque chose qui n'est même pas du domaine du rationnel. C'est j'ai le Dieu avec moi, donc l'ennemi est par nature le diable. Donc, vous voyez, on est sur des argumentaires qui demandent de la typologie de situation dans laquelle on va choisir son ennemi. Pierre Conessa, parlons plus d'actualité, actualité immédiate. L'ennemi pour l'Occident aujourd'hui, en tout cas, est désigné. C'est soit la Chine, soit la Russie de Vladimir Poutine. On signale aujourd'hui le 500e jour des opérations spéciales en Ukraine. Alors, vous parlez vous désignez ces fameux experts, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui fustigent parfois l'inaction des politiques pour convaincre qu'une telle guerre est légitime. Ces intellectuels qui sont belliqueux sur plateau de télévision, qui font partie d'une machine que vous nommez militaro-intellectuelle. Alors, dites-nous comment fonctionne ce complexe, comment est-il né? Rappelez-vous la phrase de Eisenhower quittant sa deuxième présidence. Il dit qu'il faut se méfier du complexe militaro-industriel. Industriel, bon. Et évidemment, on est en pleine rivalité de guerre froide, il y a une course aux armements, et donc Eisenhower, qui était lui-même un militaire, considérait qu'évidemment la poussée des industriels était effectivement un risque. Bon.
Moi, j'ai travaillé dans la délégation générale pour l'armement. Bon, j'ai rarement vu une guerre déclenchée par les industriels, mais enfin, laissons ça de côté. Par contre, à partir du moment où disparaît l'URSS, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on est dans une espèce de basculement complet. C'est-à-dire que on va tout à coup voir apparaître sur des plateaux de télé des gens qui vont vous expliquer qui est l'ennemi, quelle est la crise importante, comment il faut la gérer, qui connaissent les gentils et les méchants, et donc il faut envoyer des militaires. Et c'est ça le bouleversement que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. Ces intellectuels pouvant être des intellectuels polyvalents, genre Bernard-Henri Lévy, ça peut être des intellectuels, si vous voulez, ça peut être des sociologues, ça peut être par exemple des psys qui viennent, comme vous l'avez vu avec Poutine, le diagnostiquer alors qu'ils l'ont jamais rencontré. Donc c'est ça qui m'a surpris, si vous voulez, c'est cette transformation extraordinaire du processus stratégique, parce que c'est sur le plateau télé qu'on vient interpeller le politique en lui disant il faut faire que ça, il faut envoyer du militaire. La différence essentielle par rapport à ce qui se passait à l'époque de Régis Debray, à l'époque d'Hemingway ou à l'époque de Malraux, c'est que ceux-là ne vont jamais faire la guerre. Ils disent que c'est les autres qui doivent y aller. Bon. Donc, vous voyez, il y a quelques transformations qui expliquent les caractéristiques de ce complexe militaro-intellectuel qui est évidemment, qui mériterait d'être dépioté, si vous voulez, couche par couche, quoi. Dans un système dictatorial ou très autoritaire, une campagne ou une guerre peut être décidée par le chef suprême, El Caudillo par exemple, ou le dictateur ou le Führer, peu importe. Mais on veut s'interroger par rapport à ce mécanisme au sein des sociétés dites occidentales. Comment tout un système peut se mettre en branle pour désigner un Saddam Hussein, un Kadhafi, voire un Poutine en tant qu'ennemi? C'est à cause de ce basculement, si vous voulez, qui se passe en 91. Il y a deux événements. Bon, d'abord, il y a l'écroulement de l'URSS. C'est-à-dire que cet ennemi qui structurait toute la pensée stratégique pendant 50 ans disparaît. Donc ça, c'est évidemment un espèce de désarroi intellectuel important, puisque tout à coup, il semble qu'il n'y ait plus d'ennemis. Mais il se passe tout de suite la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, vous la connaissez, c'est un préavis de 6 mois, c'est-à-dire c'est une guerre annoncée. On savait quel était le jour où elle devait être déclenchée. Viennent évidemment là-dessus des chaînes de télévision en continu, c'est le triomphe de CNN et de la 5, et ça veut dire que pendant 6 mois, il faut donner une information qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut dire, aujourd'hui il se passe ci, aujourd'hui il se passe ça, et donc on commence à composer sur des plateaux télé des gens qui vont venir dire des choses, mais sur ce qui ne se passe pas. Bon. Alors cette guerre est très extraordinaire parce que l'armée irakienne était considérée comme la 4e armée du monde. Je ne sais pas qui était la 3e, mais elle était classée 4e. Bon. Et donc cette armée, tout le reste c'est du débat. Et le débat, ça veut dire qu'il faut peupler le plateau télé avec ce qu'on va appeler des experts, qui peuvent être effectivement des sociologues, des géographes, des historiens, des psys, etc., mais avec parfois un rapport très éloigné par rapport à la crise elle-même. Je vous cite l'exemple des psys parce que c'est très intéressant. Les psys sont apparus sur les plateaux télé au moment du 11 septembre. C'est apparu sur le 11 septembre, c'est-à-dire le choc aux États-Unis a été tellement profond que les Américains savent pas ce que c'est qu'une guerre. Ils savent pas ce que c'est que des villes détruites, ils savent pas ce que c'est que des tickets de rationnement, ils savent pas ce que c'est que des points d'eau où il faut aller chercher de l'eau. Bon. Donc le choc a été tel aux États-Unis que sont apparus sur les plateaux télé des psys qui leur ont dit non mais attendez, vous êtes gentils et vous êtes les bons, le méchant c'est l'autre. Celui, il est fou. Bon. Et donc, on a eu cette espèce de diagnostic, encore une fois, de Ben Laden, mais avec la fonction, si vous voulez, de cautérisation que les psys vont offrir. On les retrouve aujourd'hui avec Poutine. C'est-à-dire, j'ai compté qu'il y a eu 5 psys français qui sont apparus sur les plateaux télé et qui expliquent que Poutine est parano, qu'il est schizophrène, qu'il a grossi, qu'il a le cancer, etc., etc. Le seul qui a refusé de jouer le jeu, c'est Boris Cyrulnik qui a dit « Moi, je ne diagnostique pas un individu que je n'ai jamais rencontré ». C'est-à-dire qu'il rappelle d'un seul coup des règles professionnelles que les autres auraient dû respecter, mais vous comprenez comment marche le complexe militaro-intellectuel. C'est l'apparition sur le plateau télé qui fait l'expert, c'est pas la connaissance du sujet. Pierre connaît ça, mais l'ennemi pour une grande puissance ne serait-il pas une nécessité? Imagine-t-on un empire ou un pays moderne, une puissance sans ennemi ou sans une cible? Comment par exemple souder une nation, asseoir sa puissance, occuper son secteur militaro-industriel, ses services de renseignement? L'ennemi pour l'Occident, que ce soit intérieur ou extérieur, est presque un besoin vital, non? C'est un besoin identitaire, c'est pas un besoin vital. Vous avez des pays qui sont neutres. La Suisse considère qu'elle n'a pas d'ennemis, par exemple. Tu parles des empires américains. Oui. Oui, je comprends bien. C'est-à-dire des pays qui se donnent comme vocation de gérer la planète, par exemple les membres permanents du Conseil de sécurité,
considèrent qu'ils ont une mission qui leur a été attribuée au moment de la création de l'ONU, et donc ils se donnent comme mandat, si vous voulez, de réguler et d'intervenir, de mandater, etc., des forces pour intervenir sur tel ou tel sujet. Donc ce n'est pas une caractéristique de chaque pays. Bon, il y a des rivalités locales, hein, le Brésil et l'Argentine, le Pakistan et l'Inde, etc. Il y a des binômes, si vous voulez, conflictuels comme ça, mais ça tient à leur histoire propre. Le mécanisme, ensuite, est assez simple à analyser, si vous voulez. Par contre, ce que vous dites, vous, c'est-à-dire comment des grandes puissances qui se donnent des ambitions planétaires, elles, vont décider de choisir telle ou telle crise en essayant d'envoyer du militaire à droite ou à gauche, quoi. Lors de la chute de l'Union soviétique en 1991, un conseiller de Gorbatchev, Arbatov, avait dit aux Américains « Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'ennemis ». Un commentaire. Ah bah écoutez, je crois que c'est la phrase la plus intelligente qui a été dite, parce qu'effectivement, il renvoyait à ce système stratégique auquel j'ai appartenu, tout à coup, le fait qu'il n'y avait plus d'ennemis. Bon, or, un système stratégique sans ennemis, bah, ça tourne à vide. C'est-à-dire qu'effectivement, on va essayer d'en trouver à droite, à gauche, etc. Mais juste un mot, si vous voulez. Je vous en prie. Moi, une partie du sujet qui m'a intéressé, c'est est-ce qu'on peut déconstruire l'ennemi? C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire? Moi, j'ai toujours en tête la réconciliation franco-allemande. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce qu'on avait fait 3 guerres. On avait fait la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40. Or, pourtant, vous avez 2 hommes d'État, qui sont De Gaulle et Adenauer, qui vont dire c'est fini, on arrête le match. Et alors, vous savez que quand De Gaulle a invité Adenauer pour commencer à parler du traité de l'Élysée, il ne l'a pas invité à Paris, parce qu'il craignait beaucoup des manifestations d'anciens combattants, de partis politiques, etc. Il l'a invité à Colombey. Bon, et puis finalement, ces 2 hommes qui étaient des hommes d'État, c'est-à-dire des gens qui étaient capables de parler au-dessus, si vous voulez, du débat politique, et ben finalement, ils ont fait le traité de l'Élysée, c'est la réconciliation franco-allemande qui était la condition pour la construction de l'Europe. Oui. Donc la chose existe. Mais encore une fois, dans chacun des pays, vous avez toujours, comme je vous le dis, maintenant, ce complexe militaro-intellectuel qui va dire le danger est à tel endroit, je connais les gentils, je connais les méchants. Bon, vous avez cité 2 exemples qui sont extrêmement intéressants. L'exemple de l'intervention en Libye, l'intervention franco-anglaise avec les renseignements fournis par les Américains. Toute la chose a été montée par Bernard-Henri Lévy. Bon, Bernard-Henri Lévy a de l'argent, hein, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer où il veut, il a ses propres moyens. Bon, il est allé une fois au moment où commençaient les émeutes, si vous voulez, les manifestations de contestation de Kadhafi, et il est revenu à Paris en disant je l'ai vu, je les ai rencontrés. Il a fait une description extraordinaire de ses opposants, et donc il a réussi à convaincre Sarkozy de demander à l'ONU un mandat pour aller, soi-disant, protéger. Alors le mandat de l'ONU était intéressant puisque c'était un mandat d'interdiction de survol, c'est-à-dire les flottes françaises et anglaises, enfin l'aviation française et anglaise, devaient interdire à Kadhafi d'utiliser ses avions de façon à pas bombarder les manifestants. Bon. Effectivement, ça a marché, mais à un certain moment est apparue une nouvelle que personne n'a eu le temps de vérifier, c'est qu'on a dit qu'il y avait une colonne de chars qui était en train de se diriger vers Benghazi et qui allait donc massacrer les manifestants. Et à ce moment-là, qui a donné l'ordre, je ne sais pas, toujours est-il que les avions sont intervenus au sol, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, ils sont devenus co-belligérants, c'est-à-dire qu'ils ont outrepassé l'instruction de l'ONU. Bon, et vous connaissez la suite, ensuite le pays a explosé, et aujourd'hui, on est dans une situation de partition de la Libye. Alors juste un épisode pour illustrer la chose. 2 ans après l'intervention qui avait détruit le pouvoir de Kadhafi, le régime de Kadhafi, Bernard-Henri Lévy, dans une interview, disait « mais tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». C'est-à-dire qu'on était dans la 2e phase de la guerre civile libyenne, et on vous rendez bien compte que le nombre de morts commençait à chiffrer, mais il n'avait aucun remords. Et donc c'est ce phénomène-là qui est extrêmement intéressant à analyser. Monsieur Conessa, vous ne pensez pas, je vous pose la question simplement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme de messianisme dans ce que sont devenus les droits de l'homme, cette mission qui échoue à l'Occident, vouloir partir en guerre pour une notion du bien, pour cette mission dite civilisatrice, il y a une forme de messianisme. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ça soit les États-Unis qui se chargent de ce type de mission ou de feuille de route. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, quand on était dans le bloc Est-Ouest, enfin quand on était à la guerre froide, donc on avait effectivement une conception des droits de l'homme, si vous voulez, qui pouvait s'opposer au système soviétique. Mais comme on était nous-mêmes puissance colonisatrice,
Et évidemment, les soviétiques, eux, ont aidé les pays qui luttaient contre le colonialisme, et donc ils étaient du bon côté, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient aussi du côté du bien dans la décolonisation, et nous, on était du côté du mal dans la défense de nos colonies. Bon. Donc, vous voyez combien la notion du bien et du mal, ou en tout cas les droits de l'homme, si vous voulez, était un argumentaire dont la limite était avérée dans le cas du colonialisme. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est encore plus fascinant, parce qu'avec les LGBT++++, on est dans une nouvelle définition des droits de l'homme qu'on va essayer d'imposer à la planète entière. Bon. Je ne vous demande pas qu'est-ce que signifie les plus, parce que ça veut dire que c'est une espèce de conception des droits de l'homme qui ouvre droit à n'importe quelle revendication, quelle qu'elle soit. Et donc, on s'est instauré comme nouvelle norme, si vous voulez, des droits de l'homme, nouvelle version. Bon. Je suis pas sûr que ce soit une conception que je partage, si vous voulez. Aller expliquer en Arabie Saoudite qu'il faut défendre les transgenres, je suis pas sûr que ce soit leur problème principal. Même en Hongrie, il y a Viktor Orban, c'est-à-dire au sein même de la Hongrie, même en Autriche, on refuse ces nouvelles notions de droits de l'homme, ces nouveaux droits de l'homme, on les refuse, on les rejette. Oui, tout à fait. Ça vous prouve bien que, si vous voulez, vous avez une matrice qui existe dans un certain nombre de pays occidentaux, qui est capable de générer, si vous voulez, du droit de l'hommisme. Bon, par exemple, on a un problème très intéressant aujourd'hui, vous savez, avec les passagers clandestins. Bon, vous savez qu'il y a des ONG de droits de l'homme, défense des droits de l'homme, qui vont essayer de les sauver en mer, etc., etc. C'est une tâche tout à fait noble, puisque ce sont des populations qui fuient la misère, qui fuient la guerre, etc. Mais on a constaté récemment qu'il y avait des passeurs, donc, qui gagnaient beaucoup d'argent avec ce trafic, qui avertissaient des ONG en leur disant il y a un bateau qui va partir, il va partir dans quelle direction, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de collaboration entre des droits de l'hommistes et des passeurs qui sont des gangsters. Mmh. Donc vous voyez bien que les droits de l'homme, il y a un moment où il faut quand même s'arrêter un peu d'en parler, il faut recaler un peu, si vous voulez, le système. La notion, oui. La notion, oui, absolument. Et puis surtout, est-ce qu'au nom des droits de l'homme, on va faire la guerre? Vous voyez bien que la guerre est une inversion des droits de l'homme. Puisqu'à ce moment-là, il faut tuer, on a le droit de tuer, on est obligé de tuer. Bon. Donc vous voyez que finalement, ce droit de l'hommisme est un droit de l'hommisme qui, à mon avis, ne s'interroge pas sur sa mission. Il s'est donné une espèce de stature. Vous savez, moi j'ai été interviewé après, j'avais fait un rapport pour une fondation privée en 2013 sur quelle politique contre-radicalisation en France. Bon. Je suis invité en 2015 par une commission consultative des droits de l'homme qui siège auprès du Premier ministre à Paris. Bon. Et donc, ils me disent, vous êtes le seul à avoir fait un rapport sur un sujet qui était la lutte contre la radicalisation. Et donc, voilà, on vous a fait venir. Je leur dis, non, je suis pas le seul. On a eu un rapport qui a été demandé à un préfet, mais il est classé secret défense. Bon, c'est quand même une drôle de manière de poser un problème. Et je leur dis, de toute façon, ne le lisez pas. Moi, je l'ai lu, il n'y a rien dedans. Comment voulez-vous qu'un préfet critique la politique du gouvernement? Bon. Donc, moi, je leur dis, écoutez, il y a deux choses qui me paraissent être des travers importants, qui sont d'abord le débat sur la déchéance de nationalité, que Hollande a fermé, si vous voulez, avant même de l'étudier. Et puis, il y a le problème du droit d'asile. C'est-à-dire que le droit d'asile doit être fait pour protéger des démocrates, pas pour protéger des dictateurs. Sinon, en 1933, il aurait fallu donner le droit d'asile à Hitler, si vous voulez. Bon. Et vous voyez bien qu'avec la famille Anzorov, avec l'affaire de Samuel Paty, c'est-à-dire ce professeur qui a été décapité en France, les Anzorov sont des Tchétchènes. Alors, les Tchétchènes, on a dit, ah oui, les pauvres, ils sont massacrés par les Russes, donc ils ont par nature droit au statut de réfugié d'asile. Bon. Ils sont refusés en première instance. Et pourquoi ils sont refusés en première instance? Parce que justement, des ONG forment les demandeurs d'asile de façon à ce qu'ils tiennent un discours qui passe. Bon, or le première instance, ils en ont marre parce que les Tchétchènes, ils ont toujours le même discours et ceux-là avaient probablement mal appris leur leçon. Donc ils ont été refusés. Ils sont allés en appel devant la Cour nationale du droit d'asile qui leur a accordé l'asile. Bon. La suite, vous la connaissez, le gosse qui va décapiter Samuel Paty arrive à 2 ans ici. Il va se radicaliser dans sa famille et il va aller jusqu'au collège devant ce prof qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais eu. Il va se le faire montrer pour ensuite l'attaquer, le décapiter. Peut-être nos téléspectateurs ne sont pas au courant de ces affaires qui concernent des affaires ou des événements qui ont traversé la France. Donc j'aimerais bien qu'on revienne justement à cette notion de guerre sur les plateaux télé qu'on fait, qu'on colporte, on finit toujours par la faire. On se rappelle par exemple des armes de destruction massive en Libye avec des récits initiaux qui se sont avérés fumés avec le temps. Peut-être que les Occidentaux ont besoin de guerre perpétuelle pour masquer une crise. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que l'analyse est vraie, quelle que soit la nature du régime. Simplement, dans une démocratie, il faut convaincre l'opinion que la guerre est nécessaire. Vous voyez. Donc, dans une dictature, quand le dictateur se lève, genre Saddam Hussein, et qui dit « je vais envahir le Koweït », bon, il a autour de lui personne qui lui dit « chef, c'est une bêtise ». Ils lui disent tous « oui, vous avez raison ». Bon. Ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe dans une démocratie. Regardez le cas de l'Irak. Bon, il y avait visiblement, si vous voulez, une volonté américaine de faire la guerre à l'Irak. Vous avez la conjonction de deux forces politiques aux États-Unis qui sont les néoconservateurs et les néo-évangéliques. Les néoconservateurs, c'est ceux qui disent les États-Unis sont la seule puissance mondiale, donc nous avons une mission d'intervention sur la planète. Les néo-évangéliques, c'est vachement intéressant parce qu'ils veulent un argument théologique. Ils disent le grand Israël est la condition nécessaire au retour du Messie. Donc il faut aider le grand Israël à se constituer. Et le principal ennemi du grand Israël, c'est Saddam Hussein. Et donc, il va y avoir cette guerre incroyablement artificielle, alors que tous les éléments de contrôle qui avaient été la IEA, la Convention sur les armes chimiques, avaient tous vérifié, il n'y avait rien comme arme de destruction massive. Et donc, on va déclencher une guerre qui est complètement artificielle. Et cette guerre, vous voyez bien, elle va aboutir à la destruction du régime de Saddam Hussein, mais surtout, elle va aboutir à l'éclatement de l'Irak. C'est-à-dire que vous avez quand même quelque chose dont la responsabilité n'a jamais été analysée et punie, puisque, encore une fois, ce sont des gens qui ont payé une politique qui avait ses racines complètement à l'intérieur du système américain. Oui. Monsieur Conessa, malheureusement le temps file rapidement. Et si un ennemi pour un système est une construction qui se révèle avec le temps fantasmée ou artificielle, donc si c'est une fabrication pour le vaincre, il faut peut-être le déconstruire. Il s'agit non moins au final d'une mission, non pas des militaires, mais peut-être des responsables politiques, voire des journalistes. Oui, parce qu'effectivement, le politique est parfaitement à même de répondre en disant non, non, je ne veux pas que cette guerre. Rappelez-vous le cas de Chirac. Chirac refuse d'aller en Irak. Il refuse, il dit cette guerre est idiote, il sait très bien. Chirac avait une caractéristique, c'est que c'était le dernier président de la République française qui avait fait son service militaire. Bon. Ses successeurs ne savent même pas ce que c'est. Et donc, il refuse d'aller en Irak parce qu'il sait que cette guerre va être une catastrophe pour le Moyen-Orient. Et il a quand même autour de lui des gens tous les partis politiques français qui critiquent en disant mais enfin les Américains sont nos alliés, on peut pas les laisser seuls, etc., etc. Vous voyez donc le politique a toujours cette capacité à refuser, mais ça au prix d'une crise internationale. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle un French bashing aux États-Unis. Moi j'y étais à ce moment-là. C'était absolument insupportable. Pierre Conessa, dernière question. Dans cette fabrication de l'ennemi, il y a des voix qui s'élèvent. Quand je vous dis Edward Snowden ou Julian Assange, bon, on a vu le sort qu'il aurait réservé. Cela suscite de l'espoir ou au contraire, cela nous incite au pessimisme pour le futur? Non, je crois qu'effectivement, ça nous incite à avoir de l'espoir, parce qu'à partir du moment où on diagnostique le système stratégique comme je l'ai fait, vous avez parfaitement la possibilité de démonter l'argumentaire. Simplement, il faut effectivement avoir le courage de prendre position. Si vous dites, prenons un cas récent, c'est-à-dire l'Ukraine. L'Ukraine est un pays dont les frontières n'ont cessé de se déplacer tout au long du XXe siècle. Donc quand vous dites qu'il faut défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, vous dites oui, d'accord, mais quelles frontières? Et deuxième chose, vous avez deux principes de droit international qui se confrontent en Ukraine. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la minorité russophone qui demande à devenir russe, et le principe de respect de l'intégrité territoriale d'un État. Donc vous voyez qu'on est dans des systèmes de contradiction. Le seul espoir, c'est qu'on sorte par la négociation. Quand on le fait par la guerre, en général, ça crispe les positions et ça ne résout rien. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Pierre Conessa. Je rappelle que vous êtes essayiste, enseignant en pensée stratégique, ancien fonctionnaire dans le domaine de la défense. Merci d'avoir été des nôtres. L'échiquier international. Merci de votre invitation. C'est un plaisir, à bientôt j'espère. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres, vous téléspectateurs. L'information continue sur Al24 News et je vous dis à demain.